Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler du pass. Dans la présentation précédente, on a parlé de la classe file. L'interface pass, elle vient en remplacement de celle-ci. Attention, si ma langue a pu fourcher dans une vidéo précédente, pass c'est bien une interface. Donc l'interface, elle vient en remplacement de la classe file. Tout ce qui est fait avec un file, on peut le faire avec un pass, et même plus. Pass, il va gérer les liens symboliques, ce que ne fait pas file. La classe file et l'interface pass, elles disposent de méthodes de conversion si nécessaire pour qu'on puisse passer du pass au file ou du file au pass. On a les méthodes toPass et toFile. C'est notre première vidéo qui parle de java.nio, donc même si on va parler principalement du pass, il faut introduire un peu plus largement le contexte et NIO. Les principales classes de NIO, ce sont pass, qui est une interface qui représente un fichier ou un répertoire qui permet d'accéder à partie d'un chemin et de réaliser des opérations également sur ce chemin. Pass avec un S, c'est une super fabrique de pass, c'est une factory. Files, c'est la classe qui permet la manipulation des fichiers, la copie, le parcours, de répertoire, etc. Encore plus haut niveau, on a le file system, qui permet des traitements au niveau du système de fichiers et qui est associé à la factory file systems. Voyons déjà la classe pass avec un S et comment on peut l'utiliser pour créer des passes. La création des passes, elle se fait via des factory méthodes, des méthodes statiques. On a des méthodes get. La première, elle crée un pass à partir des différents éléments qui constituent le pass. Et la seconde, à partir d'une URI. Ces méthodes, elles ont aussi des méthodes miroirs directement au niveau de l'interface pass, mais au niveau de l'interface pass, ça s'appelle off. Je peux faire pass.off, ça me donnera le même résultat que pass avec un S, .get. Au niveau de pass, ce sont également des méthodes statiques. Pour créer un pass, on peut donc utiliser la fabrique pass avec un S, l'interface pass, mais on peut aussi passer par le file system. Le file system qu'on peut obtenir à partir du file systems. Pour construire notre pass à partir du file system, on a la méthode getPass. Certaines méthodes de java.nio s'appuient sur des constantes dont le nom est plutôt explicite et qui vont changer le comportement de ces méthodes. On a noFollowLinks, followLinks, donc ça c'est en rapport avec les liens symboliques. On a AtomicMove, copyAttributes, replaceExisting. On verra des exemples. Passons à l'interface pass et à ses méthodes principales. Pass, ça va implémenter comparable de pass, donc on va pouvoir comparer les passes avec une méthode compareTo. Pass, ça implémente iterable, donc on va pouvoir itérer sur les différents éléments du pass. Ça implémente aussi watchable, on reviendra dessus. Mais en dehors des méthodes qui sont associées à ces interfaces, on trouve les factory méthodes off, dont on a parlé juste avant. La méthode getFileSystem, qui permet de récupérer le file system associé à notre pass. On a aussi tout un tas de méthodes qui permettent de décrire le pass ainsi que ses parties. On les relie ensemble, les noms sont assez explicites. On a boolean isAbsolute, getRoot, getFileName, getParent, toAbsolutePass, ces quatre méthodes retournent un pass. Le getNameCount, qui renverra le nombre d'éléments qui constituent notre chemin. Des méthodes startWith et endWith, déclinées à chaque fois avec en entrée un pass ou une chaîne de caractères. On a également la méthode subPass qui permet d'extraire une partie du chemin. Tout ça, c'est plus facile à retenir avec des exemples. Avant de passer aux exemples, justement, on va voir les méthodes un peu particulières de l'interface pass. Pour ce qui est des méthodes particulières, on a normalize qui va supprimer les parties redondantes d'un pass. On a aussi les méthodes resolve qui permettent d'indiquer le chemin relatif pour passer du pass à un autre pass. On a les méthodes resolve sibling qui vont faire la même chose, mais cette fois, on va calculer le chemin du pass parent vers le pass fourni en paramètres. On a également la méthode relativize qui permet de calculer le chemin relatif vers un autre chemin. On verra les nuances de toutes ces méthodes en exercice. La méthode toRealPath, qui prend une entrée facultative, une valeur de l'enum linkOption, va renvoyer le chemin réel, le chemin physique qui correspond au pass. On verra ça en exercice. Cette méthode, elle peut émettre
l'exception IOException. En fonction des méthodes, on pourra avoir différentes exceptions. On pourra avoir InvalidPassException pour les méthodes qui prennent en entrée des strings, donc off, start, end with, resolve. La méthode toRealPass est susceptible d'émettre l'exception IOException, qui est checked, donc il faudra catcher. Enfin, on a toURI et toAbsolutePass qui émettent une erreur de type IOError. Pour essayer d'assimiler tout ça, passons à des exercices. Qu'affiche ce programme? Ce programme, il crée un pass avec la méthode statique off à laquelle on passe une représentation de chemin en tant que chaîne de caractères. Ce qu'on affiche ensuite, c'est le résultat de l'appel à la méthode normalize sur ce pass. L'effet de la méthode normalize, ça va être d'éliminer les éléments redondants du pass. On va donc afficher ./dir2. Si on crée maintenant un peu différemment notre pass, de cette façon, que va nous afficher l'appel à la méthode normalize? Ce sera toujours pareil. La méthode off, on lui fournit les différents éléments du pass, ce qui veut dire que le pass qui va être créé, il concatène tous ces éléments. Et quand on concatène tous ces éléments, on retrouve exactement le même chemin que précédemment. On exécute maintenant ce nouveau programme depuis le répertoire /home/look. Mais qu'affiche-t-il? On crée un pass à partir de la classe pass avec un S et de sa méthode statique get. On itère ensuite sur les différents éléments du pass et on les affiche un par un. On appelle la méthode toAbsolutePass. C'est un peu bizarre, mais ça compile et ça s'exécute correctement. Un pass, ça implémente itérator de pass. Donc je peux utiliser la boucle for de cette façon-là. Dans la partie droite, j'ai un pass, donc j'ai un objet itérable. Il a ce qu'il faut pour qu'on puisse parcourir ces éléments avec une boucle for. La méthode p2.toAbsolutePass, elle crée le pass que voici. On viendra sur cette méthode précisément plus tard. Ce qui fait que le programme affiche home, look, puis et enfin dir1. Qu'affiche ce programme? Le programme, il crée un pass, puis il appelle les méthodes normalize, getRoot, getName, toAbsolutePass et toAbsolutePass.normalize. Là, il y a un gros piège, donc je vous laisse pas réfléchir très longtemps. GetName, ça n'existe pas pour un pass, donc le code ne compile pas. On le corrige tout de suite. Le getName, c'était pour file. Avec un pass, on parle de filename. D'où l'intérêt d'oublier la classe file et de se focaliser sur NIO et pass avec un P. Les valeurs que ça va afficher, je vous les mets en bas. Le normalize, il supprime les éléments redondants du pass et dans ./dir2, il n'y en a pas. Donc, ligne 22, on affiche ./dir2. Ligne 23, on cherche à afficher l'élément racine du chemin ./dir2, qui est un chemin relatif. Donc il n'y a donc pas la racine de présent dans le chemin, ce qui fait qu'on affichera nul. Si on avait eu comme chemin un chemin absolu, /dir2, on aurait affiché /. Pour filename, on affiche bien le nom du fichier, à savoir dir2. Pour les deux dernières lignes, il faut connaître le fonctionnement de la méthode toAbsolutePass. toAbsolutePass, ça va, comme son nom l'indique, construire un chemin absolu. Donc un chemin pour le fichier qui commence par la racine. Ce que va faire la classe pass, c'est qu'elle va donc construire un chemin qui part de la racine, qui suit le chemin depuis lequel on exécute le programme, et ajouter à la fin de ce chemin le chemin relatif ./dir2, et ça va nous donner ça. Ligne 26, on fait également un toAbsolutePass, mais qu'on normalise. Les éléments redondants disparaissent, et ça va nous donner en sortie ceci. Un autre exemple maintenant. Que va afficher ce programme? Dans ce programme, on récupère un pass, ensuite son filename, puis on itère sur les parties du pass pour les afficher les unes après les autres. Ce programme, il ne va rien afficher parce qu'on a des erreurs de compilation ligne 22 et ligne 23. La seule méthode de l'interface pass qui retourne un string, c'est toString. Donc getFilename, ça va être un pass. Et de la même façon, on ne va pas pouvoir itérer sur les parties de P2 en les prenant en tant que string.
Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est le choix qui a été fait pour l'interface pass. Nouvel exemple, vous avez 3 lignes de code. Chaque ligne construit un pass, puis appelle la méthode getNameCount. Est-ce que le programme va afficher 424 ou 324? Le sous-entendu, il est pour le premier pass, de savoir si on a 3 ou 4 éléments, et de savoir si route est compté comme un élément ou pas. Et ce n'est pas le cas, on a bien sur le premier pass 3 éléments, sur le second 2, et le troisième 4. On note que les points-points, ils comptent à part entière. Autre exercice, cette fois on essaie de voir comment fonctionne la méthode getParent, qu'on appelle sur différents passes. Pour le premier, on a un chemin absolu, ABC, donc le parent c'est naturellement AB. Pour le second, /A, on pourrait se poser la question, et pour getParent, c'est tout simple, le parent d'un élément, c'est la partie qui arrive juste avant, et là c'est 2 points, donc ce sera 2 points. Si on appelle getParent sur un pass qui est soit au niveau de route, soit au niveau du répertoire courant, on peut considérer qu'il n'y a pas d'élément parent, et la méthode elle renvoie nul. Nouvel exercice, les deux expressions suivantes sont-elles vraies ou pas? Sur Windows, pass de get de route isAbsolute est faux. C'est la première affirmation. La seconde, c'est que sur Linux, le pass de get de ces 2 points isAbsolute est faux. Pour la proposition A, on a bien un chemin absolu, mais sur Linux. Pour le second, on a bien un chemin absolu sur Windows. Mais on a inversé dans les propositions Windows et Linux. Il se trouve que ces deux expressions sont vraies. Quand on est sur Windows, slash, ça ne correspond pas à un chemin absolu. On pourrait même se demander si ça correspond à un chemin tout court. De la même façon, sur Linux, ces 2 points slash, ça ne correspond pas à un chemin valide. Tous les chemins sous Linux commencent par un slash. Nouvel exercice pour aborder la méthode subpass. On a le pass suivant et ses différents appels à subpass. Quelles lignes ne vont pas compiler? Toutes les lignes, elles compilent bien. Le plus gros risque qu'on puisse avoir, c'est une erreur runtime si on n'indique pas des valeurs de position correctes. Et le programme justement, il génère une exception ligne 22, car les index fournis, ils sont incorrects, puisqu'ils sont égaux. Donc le subpass de 0,0, ça correspond à rien du tout. On change, et maintenant, qu'affichent ces lignes de code? Les différentes parties du pass, si on met de côté route, c'est point, E et point 0. Le programme, il va donc afficher 2 points pour le premier subpass qui ne considère que la première partie du pass, point 0 pour la ligne suivante. Quand on fait un subpass de 2,3, on crée un subpass en ne considérant que le troisième élément du pass principal. Le second paramètre d'appel de subpass, c'est une position exclusive, donc elle ne sera pas prise dans le subpass. Le nombre d'éléments du subpass, c'est bien la seconde position moins la première. Pour la dernière ligne, on souhaite donc créer un subpass qui prenne le second élément jusqu'au troisième. Cette fois, on a bien une exception, car la position 4 est incorrecte. Pourquoi est-elle incorrecte? Mon pass, il va avoir les 2 points en position 0, le E en position 1, le point 0 en position 2, et en position 3, on n'a rien du tout. Ce qui fait que la position 4, elle va au-delà de la dernière position, si on considère que la dernière position, c'est la taille de la chaîne. Vu plus simplement, en demandant un subpass qui extrait les éléments d'indice de 1 jusqu'à 3, on aura une exception, car on n'a pas d'élément en position 3. Si on faisait un getNameCount, on aurait la valeur 3. Merci à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.